Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 248e épisode le 26 octobre 2021. Il ne faudra peut-être bientôt plus les appeler Facebook, en tout cas l'entreprise mère de Mark Zuckerberg, qui englobe le célèbre réseau social ainsi qu'Instagram, WhatsApp et Oculus, devrait probablement changer de nom cette semaine. Il faut dire que le contexte concernant les casseroles sont à leur apogée. Encore un lanceur d'alerte qui s'exprime et puis en plus le projet de crypto-monnaie se voit aussi prier d'être rangé au placard par des élus politiques démocrates américains, on va en parler. Et bien entendu, impossible de parler de réseaux sociaux cette semaine sans parler du réseau social de demain, celui qui promet de donner la parole à tous. Vous savez à quel point on aime cette idée dans Tech Café. Truth. Le Twitter de Donald Trump. Derrière cette proposition se cache en réalité Mastodon, qui est un peu maquillé, on vous avait déjà parlé de Mastodon, une proposition technique qui s'apparente à Twitter mais dont le fonctionnement se veut décentralisé et surtout dont les applications sont développées en open source. Alors oui, mais voilà, open source ne veut pas forcément dire on en fait ce qu'on veut. Préparez vos popcorn, ça promet d'être cocasse. On s'attardera un peu sur les ordinateurs et les téléphones à la mode, le Pixel 6 de Google avec sa pull Tensor, et puis quelques détails et quelques actualités sur Windows 11 et sa compatibilité qui pose toujours question, les apps Android dans Windows et le suivi des mises à jour de Windows 10. Et puis cette semaine, on vous parlera peut-être aussi un peu d'intelligence artificielle avec une rubrique dédiée ou un supplément du week-end, on verra, ainsi que quelques morceaux choisis dans le domaine des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve avec délectation celui qui est à l'actu tech ce que le nucléaire est à l'énergie produite en France, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Voilà, c'est ça, propre, enfin ça produit pas de carbone, par contre on en entend parler pendant des millions d'années après, quoi, c'est le truc qui s'incruste. Plusieurs dizaines de milliers d'années, mais c'est pas un problème. Moi j'ai été très convaincu par des dernières données qui ont été communiquées sur le nucléaire. Je suis devenu un pro-nucléaire convaincu maintenant, donc tu vois. Donc c'est très très valorisant pour moi de te comparer au nucléaire dans la production d'énergie en France en tout cas. Djeko sur Podcast Addict, rien de mieux pour se tenir au courant de l'actualité des technos, nous dit-il. Merci beaucoup pour ton avis. Et d'ailleurs, si votre app de podcast que vous utilisez là présentement vous permet de donner un avis sur Tech Café, on compte évidemment sur vous pour le faire. YouTube, bon, c'est plus compliqué, il vous demande de s'abonner, on vous demande d'activer la cloche, de mettre des likes, et rien de tout ça dans un podcast. Il suffit de mettre 5 étoiles pour votre émission favorite avec un petit mot doux à notre intention, donc n'hésitez pas. Et puis je vous invite aussi à tester l'application de podcast Tumult, T-U-M-U-L-T. Réagissez à un emplacement précis de l'épisode pour entamer le dialogue. Enfin, avant de parler de notre actualité tech de la semaine, merci beaucoup à celles et ceux qui ont choisi de débloquer des avantages exclusifs pour Tech Café et qui profitent en plus d'un abonnement privé et écoutent l'émission sans la pub. Ils profitent du chapitrage des épisodes. Vous êtes désormais même 240. Alors, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Le chiffre reste un petit peu le même, mais il y a une très très légère progression. On veut terminer cette année 2021 à 250 soutiens permanents. C'est le moment ou jamais de passer à l'action sur patreon.com/techcafé. On compte évidemment sur vous. Sans autre forme de procès, alors Guillaume, j'ai l'impression que là, ces dernières semaines, on ne manque pas d'actualité au dehors de Facebook. On avait dit dans un épisode avec Jérôme Colombin à quel point la lanceuse d'alerte française Ingen avait pris la parole et de manière assez médiatique, et ça pouvait être un marqueur assez important. Alors ça ne se dément pas et l'actualité est très très forte autour de Facebook, et effectivement, comme je le disais tout à l'heure en intro, il y a des rumeurs persistantes qui indiqueraient qu'il voudrait changer de nom. Peut-être que le moment est effectivement bien choisi, Guillaume. Ouais, que faire quand ta compagnie a une sale réputation de boîte un petit peu véreuse comme ça, quand t'es attaqué de partout? Comment faire table rase? Comment renaître tel un phénix qui enjoy, bien sûr. Changer de nom, voilà. Regarde Libra, c'est devenu Diem, ça a tout changé, non? Non. Non. Bon, en fait, Facebook va peut-être faire comme Google plutôt, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Google est devenu une division d'Alphabet, comme Waymo ou DeepMind. Donc il est bien possible que Facebook fasse bientôt partie d'une holding, qu'il se place au même niveau qu'Instagram et WhatsApp, comme filiale, je sais pas, un truc comme ça, d'une compagnie mère qui aura donc un nouveau nom. Alors, ça on le saura le 28 octobre apparemment, peut-être avant, je sais pas. En tous les cas, moi, là, actuellement, j'en sais rien. Il devrait refléter l'objectif, ce nom plus ambitieux, un objectif plus ambitieux à plus long terme de Facebook, qui se rêve comme une entreprise du métaverse. Oui, c'est toujours le métaverse, encore et toujours.
Il vient même d'annoncer d'ailleurs investir 10 milliards de dollars cette année dans Facebook Reality Labs, donc c'est la division Oculus & Co. Il faut dire que c'est un marché alternatif donc pour Facebook qui est potentiellement immense, alors qu'il est attaqué par Apple, en particulier par exemple sur le ciblage traditionnel, sur le ciblage publicité traditionnel dans les dernières versions d'iOS. Donc lui, Mark le voit comme l'expression ultime des technologies sociales. Alors, tout le monde a sa définition, j'ai l'impression. Il n'y a pas encore de définition du métaverse. C'est quoi ta déf, toi, Guillaume ? Oh, je sais plus, mais c'était issu d'un livre de science-fiction. J'avais copié-collé la définition à un moment donné. Il faut que je prenne le temps de la retrouver. Moi, ce que je vois, en tout cas, comme proposition de la part de Mark Zuckerberg quand il décrit le métavers, c'est un univers qui viendrait s'immiscer un petit peu plus au quotidien et pour lequel en gros, ça transformerait les expériences de réalité virtuelle aujourd'hui et de réalité augmentée, qui sont des expériences temporaires, comme étant quelque chose de permanent au quotidien. Et donc, ce serait un petit peu comme est devenu Internet, quelque chose qui nous accompagne au quotidien tout le temps dans le smartphone, eh bien, ce serait un petit peu pareil sous la forme de réalité augmentée et réalité virtuelle. Et tout ça communiquant, hein, que ce soit au travers de ton smartphone, ton ordi ou de ces appareils. Mais évidemment, c'est une vision très théorique et qui est difficile à mettre en application et sur laquelle on a tous beaucoup de mal à se projeter. Ça, c'est clair. Théorique, ouais. En gros, métavers, tu le dis, hein, effectivement, c'est un concept de science-fiction. En vrai, hein. Pour le moment, ce n'est encore qu'un concept de science-fiction. C'est un truc qui date de Snow Crash en 92 et qui a été écrit par Neil Stephenson. Ça a été traduit par Le Samouraï virtuel, en français, le titre. Et donc, le métavers dans le roman, c'est une sorte d'internet passé en 3D. Comme une sorte de MMO, mais sans combat. Comme Second Life, un peu, en fait, hein, parce que c'est vrai que... Ready Player One. Je sais que tu aimes ce film. Oui, j'adore ce film. J'adore ce film. Ouais, se balader en 3D et en avatar en 3D comme ça, se rencontrer, avoir des activités libres et potentiellement coquines, faire du commerce, avoir des marques qui débarquent pour te faire de la pub, ça se fait dans Second Life en fait depuis 2003. Je dis ça se fait parce que ça existe toujours, Second Life. Ouais, ça tourne toujours. J'étais surpris de voir ça. Ouais, tranquille. Donc voilà, en quelque sorte, le métavers existe déjà depuis presque 20 ans. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que perso, je suis peu touché par cette hype du métavers, tout simplement parce que j'ai l'impression que le métavers originel, hein, comme on l'a un peu rêvé, il a déjà eu plusieurs implémentations en fait. On a du social et une économie in-game depuis Ultima Online. On a des univers immenses en 3D depuis World of Warcraft. On a un espace virtuel purement social en fait avec Second Life. On a une infinité d'univers dans lesquels tu te connectes avec un seul compte et un seul skin avec Minecraft, hein, tout simplement. Donc ouais, tu peux passer ça en VR, ça serait cool, rajouter le suivi des mains, des expressions de visage, ça serait génial. Mais pour moi, c'est plus une évolution qu'une révolution, tu vois. Ce qui serait plus intéressant, ce serait une interopérabilité en fait de tout ça. Quelque chose qui soit, au-dessus en fait. Si on conçoit le métavers comme l'avenir d'Internet, ça veut dire que c'est un ensemble de normes. Des normes ouvertes, libres, que tout le monde peut utiliser. Et donc le métavers, finalement, ça serait pas tellement un truc super en 3D, mais plutôt une pile de documents imbitables, comme il existe une pile de documents imbitables qui définit les standards du web actuel, tu vois. Et... Pas très sexy, mais qui permet effectivement d'avoir des interactions et de l'ouverture et de la créativité, du coup. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, voilà, oui, vous voulez l'Internet du futur, donc il faut créer des normes, quoi. Mais ça, en fait, on en est très loin, parce que... Bon, et encore, est-ce que ça remplacera totalement Internet ? Sans doute pas, tu vois, je vois mal la valeur ajoutée d'aller sur Amélie en réalité virtuelle. Ou sur le site des impôts en réalité virtuelle, je sais pas trop. Je pense pas que ça remplace. Moi, je le vois vraiment comme étant une couche supplémentaire qui communique avec tout le reste. Mais bon, encore une fois, c'est tellement compliqué de se projeter dans un truc aussi théorique. Il faut dire que pour l'instant, tout ce qu'on a, en fait, c'est du Facebook Horizon, c'est du HTC Viveverse, voilà, on a sans doute des projets chez Epic, ou on a même chez Twitch, on a vu un peu. Mais tout ça, finalement, c'est des Second Life de plus, en fait. C'est pas vraiment des révolutions, c'est juste des Second Life supplémentaires. Bon, on verra bien dans quelle direction part Facebook, parce que finalement, Facebook, il veut, avec son Facebook Horizon, c'est une expression, une implémentation. Bon, il veut être le premier, parce qu'en fait, c'est lui qui veut dicter une norme quelque part, hein. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Il veut que tout le monde passe par ces trucs, il veut être la plateforme en fait de base du métavers sur laquelle tout le monde va développer des choses, quoi, des applications, des contenus, etc. Bon, je sais pas exactement si c'est ce dont j'ai envie pour le métavers, ce futur métavers. Spoiler, je sais que c'est pas ce dont tu as envie. Non, c'est pas ce dont j'ai envie. Et dans le fond, je sais pas s'il y a grand monde qui a envie de ça. En fait, il y a quand même un truc qui me marque, c'est que si tu prends en compte le fait qu'il y avait pendant un temps Second Life et qu'il y avait les technologies qui allaient autour qui permettaient Second Life, et quand tu vois ce qu'il y a pu y avoir dans un tout autre environnement, hein, prends ça comme une continuité, pas comme une comparaison des deux, mais avec des mouvements sociétaux comme ceux qui tournent dans Fortnite, par exemple, qu'on a déjà décrit
ici. Je trouve que si tu traces une ligne qui va encore plus loin à très 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 long terme, on peut s'imaginer avoir des expériences sur lesquelles on puisse avoir des réunions de société mais très très fréquentes tu vois, en fait. Et je pense que c'est ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a des MMO, on en a à l'appel. Il y en a des dizaines de MMO. Et dans tous ces MMO, je veux dire, tu peux te balader, tu peux interagir, tu peux avoir des trucs. Bon, tu peux les passer en VR. Bon, bah voilà, technologiquement, ça demande un petit gap et tout, bien sûr. Mais en vrai, bon, ça reste du MMO en VR, quoi. C'est des trucs qui existent déjà, en fait, hein, même si c'est encore confidentiel, mais ça existe déjà, en fait, les MMO VR. Et globalement, si tu veux, ce qui serait cool, c'est effectivement de pouvoir avoir un avatar et des items et des trucs qui puissent fonctionner dans plusieurs MMO, par exemple. Tu vois. Exactement, quand tu parlais de normes et d'interopérabilité. C'est de l'interopérabilité. Bon, et ça, si tu veux, je sais même pas si les boîtes ont intérêt à le faire, en fait. Je suis pas sûr. Une boîte, ce qu'elle a intérêt à faire, c'est à faire une plateforme sur laquelle tout le monde vient et sur laquelle tout le monde développe et sur laquelle tout le monde s'inscrit. Mais faire adopter des normes pour que justement les gens se baladent de truc en truc et restent pas H24 chez toi, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des boîtes? C'est même pas complètement clair. Hein. Non, mais peut-être que quand on voit les affrontements qu'il y a aujourd'hui entre ces visions-là, notamment portées par Apple sur iOS et la régulation, peut-être que demain c'est la régulation qui va parler et que ça va forcer l'ouverture. On peut rêver après tout. Écoute, on verra. Écoute, pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que Facebook veut passer Facebook en 3D VR, hein, tout simplement, et il veut le rendre encore plus addictif, encore plus sexy, encore plus Et puis c'est à peu près tout. Bon, écoute, de toute façon, il veut changer de nom pour se focaliser sur le metaverse. C'est aussi pour distancier la boîte de la marque Facebook, hein, parce que c'est vrai que ça me rend vraiment plein la gueule en ce moment. C'est encore une semaine catastrophique pour Facebook, parce que la masse de documents que Francesca Haugen a utilisé devant le Congrès, elle est devenue publique. Enfin, en tout cas, il y a plein de grands journaux qui ont pu les éplucher, dont Le Monde, d'ailleurs, en France. Et ils ont trouvé encore d'autres sources d'autres sources d'inquiétude, on va dire. Alors, pêle-mêle, bon, il y en a plein, mais par exemple, Facebook a un problème pour filtrer les contenus haineux. Bon, quand Frances dit ça, elle sous-entend que c'est en anglais. Parce que, bon, elle est anglaise, écoute, elle se focalise un petit peu sur le contenu en anglais. Mais en réalité, c'est largement pire dans les autres langues. Et c'est encore pire hors Occident. Par exemple, Facebook a qu'une poignée de modérateurs pour les langues arabes, alors qu'il y a des dizaines de millions de locuteurs qui l'utilisent. Donc ce problème de langue, ça concerne aussi les infox Covid par exemple. C'est mauvais en anglais, ça c'est vrai, mais c'est pire dans les autres langues. Pourtant, Facebook réduit ses dépenses en modo humaine dès 2019 et se fie de plus en plus au filtre automatique, tout en rendant d'ailleurs plus difficile de signaler les contenus à la main. Et on trouve aussi que Facebook, souvent, ne comprend pas très bien, d'ailleurs, le comportement de ses propres algos. Il y a des biais qui apparaissent, souvent, qui ont de temps en temps, il y a des biais qui apparaissent, ils savent pas trop pourquoi, ils ont le plus grand mal à les corriger. Bon, on apprend aussi qu'Apple a failli virer purement et simplement Facebook et Instagram de l'App Store, à cause du trafic d'êtres humains. C'est en 2019, Facebook en panique vire un bon millier de comptes où on pouvait acheter les gens, littéralement, et évite de justesse un énorme scandale. Alors, faut voir que ce trafic d'êtres humains, c'est pas forcément des trucs qu'on rencontre souvent aux États-Unis ou en France, mais Facebook, c'est global. Donc, dans certains pays, il y avait des groupes où ça se faisait beaucoup. Voilà. Donc, c'était déjà un énorme problème. Et bon, voilà. Et on sait aussi pourquoi, d'ailleurs, finalement, le nombre de likes n'est jamais parti d'Instagram. On avait parlé de ça. Il voulait virer Tu te souviens de ça? Il voulait cacher le nombre de likes à un moment. Ouh, c'est appliqué depuis, si je dis pas de bêtises. L'option est poussée depuis sur Instagram, elle est soumise à la volonté, mais il me semble que désormais, je veux pas dire de bêtises, Guillaume, mais alors, c'est en place. Moi, j'ai lu que justement, le test avait conclu un usage moindre de l'application et une perte de revenus. Et donc, c'était un truc qu'ils avaient freiné des cas de fer le plus longtemps possible. Là, je sais pas, parce que bon, comme j'utilise pas Instagram. Ça me donne envie de fast-checker pour le coup. Tu peux y aller. Fast-checker. Oui, tu peux y aller. Moi, évidemment, j'ai pas de compte. Bon, enfin, il y en a d'autres. Et en plus, cette semaine, c'est vrai qu'on a eu droit à un autre lanceur d'alerte encore. Donc, il ou elle est toujours anonyme, par contre. Elle faisait apparemment partie de la Integrity Team. Integrity. C'est un nom qui me fait toujours un peu marrer parce que ça me rappelle South Park. C'est la ferme à weed de Randy. Non, ça vous parle pas. Je l'ai pas. J'ai pourtant regardé des South Park, mais pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le nouveau Whistleblower rajoute une couche. Facebook aurait considéré le problème de l'ingérence russe lors de l'élection de 2016 comme un feu de paille, je cite. Donc, il y a Tucker Bound, qui est vice-président de la com chez Facebook, qui aurait rajouté: ouais, bon, écoute, quelques politiciens vont s'énerver, puis dans quelques semaines, on sera passé à autre chose, et nous, pendant ce temps, on se met bien et on se fait un max de thunes.
traduction libre, mais je suppose assez fidèle de ce qui s'est dit. Donc il évoque aussi le projet internet.org, qui est censé favoriser l'accès à Internet dans les pays en voie de développement, c'est ce qui est marqué sur Wikipédia, et dont le but était en fait parfaitement clair en interne, c'est de rendre Facebook incontournable tout simplement sur ce marché, devenir son unique source de news et siphonner des montagnes de données supplémentaires. Bon, l'un dans l'autre, ça corrobore un petit peu ce que dit Frances, avec une bonne grosse couche de cynisme décomplexé supplémentaire. Donc c'est un nouveau témoignage qui est publié dans le Washington Post et qui ira lui aussi à la SEC pour encore appuyer Frances Haugen, sans doute. Frances qui est pas sans soutien, loin de là, en fait, elle mène une véritable campagne qui est soutenue par diverses organisations qui sont liées à Pierre Omidyar, qui est le fondateur d'eBay. Si vous connaissez Omidyar, c'est un mec qui est né à Paris, c'est un Français, mais en fait il a triple nationalité, français, américain et iranien, et c'est une des plus grandes fortunes françaises, avec autour des 23 milliards de dollars. Et donc c'est un peu comme... Il avait été embêté d'ailleurs, je crois, par des fuites de Panama Papers, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, absolument. Il avait été... il utilisait des paradis fiscaux aussi. Mais bon, un peu comme Bill Gates, il gère avec sa femme une fondation, la fondation Omidyar, qui est une fondation philanthropique, et qui chapeaute une dizaine d'organisations qui touchent un plein de trucs, politique, médias, sciences, écologie, etc. Et donc le Omidyar Network avait déjà l'an dernier plaidé pour un procès antitrust de Facebook, et il fait pas de mystère de son implication avec Haugen en fait. Les plateformes ont trop d'influence, trop de liberté, et pas assez de responsabilité. Voilà, c'est en substance ce qu'il répond quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il finance Haugen et compagnie. Voilà, c'est vraiment... Alors, après être passé au Congrès, d'ailleurs, Frances, elle va aussi aller parler aux politiques européens. Anglais, français, belge, elle va parler à l'Oversight Board de Facebook. Donc tout ça est vraiment très bien organisé. Médiatiquement, c'est très bien pensé. Elle est omniprésente un petit peu partout, même ici. Et donc, Frances Haugen, c'est non seulement une lanceuse d'alerte, mais elle fait aussi partie d'une véritable campagne contre Facebook. Ça veut pas dire que Mark est une pauvre victime innocente, bien sûr que non. Mais clairement, elle est pas partie seule comme ça dans la pampa, dans une croisade à la Doña Quichotte, tu vois. Elle est vraiment partie, c'est bien étudié, quoi, on va dire. J'étais justement en train de regarder dans Instagram comment faire, et donc tu as bien dans une rubrique paramètres publication masqué le nombre de mentions j'aime et de vues. Vous ne verrez plus le nombre total de mentions j'aime et de vues de vos publications par d'autres comptes. Non, c'est absolument pas par défaut, et c'est pas poussé non plus. T'as pas des rappels de temps en temps en disant voulez-vous cacher le nombre de j'aime. Effectivement, c'est un truc un peu planqué qui est à mon avis du défensif. C'est qu'effectivement, si on leur reproche quelque chose, ils pourront toujours dire mais regardez, il y a l'option qui est disponible, on peut cacher le nombre de j'aime. C'est vrai que l'actualité elle est chaude. J'ai vu d'ailleurs que c'était pas il y a un autre lanceur d'alerte que j'ai vu aussi dans les news de la semaine dernière, c'est Sophie Zhang, je crois, qui témoigne au Parlement britannique. Un autre point qui est sorti cet après-midi, c'est vraiment très très chaud pour Facebook, pour l'actu, c'est compliqué de prioriser les infos, mais je sais pas si tu as vu que les derniers indicateurs montrent qu'ils ont surpondéré 5 fois plus les réactions colère. Tu sais, sur Facebook, tu peux réagir de plusieurs manières, avec le like classique, le petit cœur, le content, le drôle, le étonné. Et quand t'as la réaction colère, ton post il obtient 5 fois plus de poids que les autres posts dans l'algorithme, ce qui évidemment donne encore plus envie de faire des publications qui génèrent des réactions clivantes forcément, quoi. Écoute, sale temps pour Facebook, mais j'ai l'impression qu'on se répète tout en donnant des nouveaux éléments semaine après semaine. C'est vrai qu'on en parle énormément, qu'on en parle toutes les semaines, mais c'est parce qu'il y a aussi des nouveaux éléments toutes les semaines. Ouais, tout à fait. C'est pas moi. Mais je pense que c'est pas vraiment moi qui. Bien sûr, c'est pas un choix éditorial orienté. Forcément de parler de Facebook tout le temps, mais bon. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais là, l'actu est suffisamment riche à ce sujet, ce qui montre peut-être d'ailleurs qu'il va y avoir des actions, on verra. Mais on pouvait pas s'empêcher, forcément, de parler du nouveau projet de Donald Trump. Vous savez, il voudrait forcément revenir sur le fait qu'il s'est fait bannir notamment de Twitter et de Facebook. Et Donald Trump, il a eu la bonne idée pendant un temps de vouloir lancer un réseau social. Alors bon, on a été un peu déçus. Patatras, c'était juste un blog qui a pas beaucoup marché d'ailleurs, mais il a pas baissé les bras, Guillaume, et il est en train de préparer une vraie solution réseaux sociaux. Oh là là, mais tu sais que Trump, le pauvre petit biquet est toujours injustement privé de Twitter et Facebook, donc il va créer les siens. Alors je sais, c'est pas nouveau, c'est vrai, tout ça, mais finalement il a pas investi dans Parler, parce que c'était en discussion, ça, où il a fermé ce blog, je crois que personne ne lisait, mais donc Trump devient sérieux, vraiment. La preuve, il fait un montage financier louche, qui risque de finir à notre boudin pour ceux qui ne se sont pas retirés au bon moment, et finalement c'est un peu ce qu'il sait faire de mieux.
Oui, parce que Trump a désormais une nouvelle compagnie qui s'appelle TMTG, qui veut dire Trump Media and Technology Group. Oui, Media and Technology, attention, parce que TMTG veut devenir un conglomérat qui va concurrencer Twitter, CNN, Disney+, et Amazon Web Services, tout à la fois. Rien que ça. Donc pour ça, TMTG... Netflix aussi, non? Ouais, Disney+, Netflix, oui, bien sûr. La totale. Hein, la totale, mais il y a probablement des podcasts aussi qui vont dedans, bien sûr. Tout. Un empire média technologique. Et pour ça, TSMC va entrer en bourse. TSMC. TMTG. TSMC, c'est autre chose. TMTG. C'est demain les processeurs pour Donald Trump. Oui, c'est pas tout de suite. Donc voilà, TMTG va entrer en bourse. Bon, c'est un moyen de se faire rapidement pas mal de fric, hein, si on trouve des investisseurs. Apparemment, il y en a quelques-uns. Donc TMTG devrait fusionner avec DWAC, DWAC, c'est Digital World Acquisition Company. Donc le nom de une boîte bizarre, parce qu'il y a acquisition dedans, c'est bizarre, mais en fait c'est tout à fait normal parce que c'est pas une véritable entreprise. C'est ce qu'on appelle un SPAC, c'est-à-dire un Special Purpose Acquisition Company. Donc ce sont simplement des coquilles vides en fait qui existent uniquement pour fusionner à brève échéance avec des boîtes qui veulent entrer en bourse. Donc les SPAC sont listées en bourse et elles vendent des titres à bas prix. Et les gens qui veulent investir sur un secteur achètent ces titres avec la perspective que le cours monte lors d'une fusion avec une boîte du secteur en question, quoi. Alors j'ai dit... Je sais pas pourquoi j'ai l'image du champignon dans Mario qui me vient quand on décrit ça, moi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais écoute, pour le coup, d'un point de vue boursier. Mais effectivement, c'est un peu l'idée. On part petit et puis on devient gros. J'ai dit que c'était louche, mais tout ça en fait c'est pas illégal du tout, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est ce qui se passe autour en fait, parce que DWAC là, et c'est déjà devenu un même stock, comme GameStop, souvenez-vous. Parce que le ticket d'entrée c'était $10 de DWAC, aujourd'hui l'action est à $97. Donc comment dire, 800% de hausse depuis le 20 octobre. Je pense pas qu'on soit dans des ordres de grandeur rationnels pour un truc qui va fusionner avec TMTG, c'est son... D'ailleurs en parallèle, il n'y a pas que celui-là, il y a Funware, qui est une boîte de pub qui est utilisée par l'équipe de Trump-Pence, qui a aussi vu sa valeur prendre 700% durant la même période. Donc en gros c'est des mêmes stocks, c'est-à-dire que les gens achètent ce stock-là parce qu'en gros ils veulent, parce que soit ils aiment bien la marque, soit ils veulent parier dessus. Mais bon, le même stock justement, c'est le casino. Et à la preuve, Funware est monté jusqu'à 16 fois sa valeur initiale, et donc il a déjà lourdement chuté puisqu'il est plus qu'à 8 fois sa valeur initiale. Mais il reste très surévalué. Bon, comment va se passer la fusion? Qui va payer les pots cassés quand les cours vont revenir à un niveau normal? Je sais pas, mais pas Trump, hein, j'imagine, qui pourra quand même récupérer au passage pas mal de pognon. Alors bon, évidemment, hein, que TMTG récupère 300, 500 ou 700 millions de dollars avec ce montage, ça va quand même être léger pour concurrencer des boîtes qui gagnent et investissent des dizaines de milliards par trimestre, comme, Netflix, hein, au hasard. Donc voilà, mais ça pourrait quand même lui permettre de lancer Truth. Le Truth avec des majuscules, attention. Tu le dis bien, putain. Trop bien. Arrête, parce que justement, j'ai de plus en plus de mal. Donc c'est le Twitter de Trump, voilà. Et donc tu l'as dit, c'est un fork de Mastodon, qui ne dit pas son nom, et d'ailleurs c'est le problème, puisque l'équipe de Truth assure que son code est propriétaire, alors qu'on retrouve des gros morceaux poilus de Mastodon dedans. Et ça, c'est du vol, parce que le code Mastodon a beau être gratuit, il est quand même sous licence AGPL, et donc tu dois mentionner que tu utilises le code de Mastodon, et tu dois mettre ton propre code basé dessus en libre accès. Voilà, c'est obligatoire, c'est dans la licence, la SFC, qui est la Software Freedom Conservancy, y veillera, et d'ici 30 jours, si c'est pas fait, elle va attaquer en justice TMTG. Donc, Truth va-t-il réussir là où déjà plein d'autres ont échoué, hein, je veux dire Gab, Parler. Ou alors ok, ils ont eu un petit boost, hein, à un moment, c'est vrai, mais franchement, est-ce qu'ils concurrencent sérieusement Twitter? J'ai pas l'impression. En plus, avec un nom ridicule comme Truth, c'est mal barré, parce que c'est quand même un réseau qui se vante de rien modérer du tout, de laisser tout le monde dire n'importe quoi sans avoir à s'inquiéter de cancel culture, je précise avec des guillemets, et dont le nom est vérité. C'est super cocasse quand on imagine ce qui va passer là-dessus. Ce qui est cocasse aussi d'ailleurs, c'est les conditions d'utilisation, parce que ce réseau libre de toute censure gauchiste, on peut se faire bannir dessus si on dit du mal de Trump ou du site. Ou si on utilise trop de lettres majuscules, et je précise que le logo de Truth, c'est Truth en majuscule. Bref, si ça peut rassurer certains contre les terribles biais anticonservateurs qu'on trouve sur les réseaux sociaux, écoute, voilà, les réseaux sociaux comme Twitter qui sont tout à fait biaisés à gauche, n'est-ce pas ? Oui, on va pouvoir parler effectivement de cette étude dont nous a parlé Twitter, qu'a présenté Twitter. Juste un mot sur la bourse là, parce qu'il y a eu quand même un gros succès côté Tesla. Je crois que c'est l'entreprise de location Hertz. Oui, on va en parler. Un gros volume de véhicules.
Puis bon, la Model 3 est le premier véhicule vendu en Europe, c'est un peu historique. Mais bon, oui, tu voulais parler de cette étude de Twitter qui est arrivée à... Donc ils ont fait un focus sur l'activité sur Twitter dans plusieurs pays, dont la France, et il y a des comportements que Twitter ne s'explique même pas. Grosso modo, je résume, mais la politique, ça marche bien quand on tweet de politique, et globalement, ça favoriserait plutôt un bord plutôt que l'autre, Guillaume. Oui, c'est un truc qu'on entend depuis longtemps maintenant. Une partie des conservateurs, alors aux États-Unis, mais bon, ça s'entend aussi en Europe, y a pas de problème. En tout cas, une partie des conservateurs sont persuadés que Facebook et Twitter sont biaisés à gauche, que les plateformes les censurent. Bon, il n'y a aucune étude pour le prouver, et cette semaine, en fait, il y a une étude de Twitter qui semble bien prouver exactement le contraire. C'est 27 pages publiées par Twitter, rédigées par une équipe de 6 personnes, qui montrent que le classement algorithmique sur le fil d'actualité, donc pas le classement chronologique évidemment, mais le classement algorithmique, qui est par défaut, ce truc-là met en avant, cet algo-là, plus fréquemment des tweets de comptes de droite que de comptes de gauche. En tout cas sur la période des 4 mois qui a été étudiée. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, mais c'est vrai aussi en Europe, et c'est vrai en France en particulier. Et on constate que la France insoumise profite d'une amplification algorithmique, comme disent, d'environ 110%, contre 150% pour les Républicains, à peu près comme le MoDem. LREM est un poil en dessous, pas loin des écolos, en fait, et c'est un petit peu en dessous les écolos. Les socialistes, eux, sont à peu près vers 125%. Et en fait, sur tous les pays, seule l'Allemagne voit une suramplification légère des partis de gauche. Mais on est proche de la neutralité, en fait. Et en Espagne, la suramplification des comptes de droite est encore plus marquée qu'en Angleterre aussi, et elle est même un peu moins aux US. Et c'est vrai que Twitter ne sait pas exactement pourquoi. Il a dit lui-même qu'il avait besoin de se pencher sur la question, donc en gros, ils vont étudier leur algorithme, qui bien sûr n'est pas public, pour essayer de savoir pourquoi ça se passe comme ça, quoi. On va peut-être terminer alors très rapidement pour mentionner au passage, on est en train de décrire des boîtes qui sont un petit peu en panique. Juste un mot aussi pour Google qui se retrouve l'objet d'une plainte qui a été signée par une vingtaine de procureurs généraux aux États-Unis. Bon, il y a plein de sujets en fait dont ils sont concernés. Il y a la gestion de la publicité dont on avait déjà par le passé un petit peu parlé, la manière dont était géré l'inventaire de publicité et les enchères, l'association un petit peu douteuse entre Google et Facebook pour là aussi de la publicité avec l'affaire Jedi Blue. Bon voilà, il y a plein d'autres sujets et je doute pas que Google va avoir aussi son lot de casseroles à assumer. Et ça rejoint un peu Facebook, puisque Jedi Blue, je crois que c'est une entente entre Google et Facebook pour s'assurer que et c'était même contre Apple en fait aussi. Enfin, c'est assez rigolo effectivement comme truc. Bon, c'est pas fini tout ça. Non, on va avoir suffisamment de matière pour d'autres épisodes, on va pas s'ennuyer, et ça c'est cool. Mais on va passer à une autre rubrique parce qu'on parle de Google, parce que on a d'autres éléments un petit peu plus détaillés. Tu nous avais déjà un petit peu parlé du processeur pour Google. On va reparler de Tensor parce qu'il y a eu notamment une interview de l'équipe Google Silicon, si je dis pas de bêtises, ce qui me faisait penser un petit peu à Apple Silicon. Ils sont pas tous très créatifs quand ils créent leur nom d'équipe dans les entreprises quand ils bossent pour les processeurs, mais où il y avait des explications sur les choix d'architecture justement du processeur, Guillaume. Oui, on peut faire un petit retour sur le Pixel 6 qui a été donc décrit comme le premier flagship de Google. Alors, c'est pas moi, c'est eux qui le disent, puisqu'avec le Pixel 6, Google se sent prêt, ça y est, à concurrencer frontalement Samsung et Apple. C'est le premier téléphone. Je crois que oui. Ils ont trouvé mieux que les superlatifs, tu sais, les trucs où c'est the first ever, most important product ever. Bon, mais ça, c'est le premier. Voilà. Maintenant, on arrête les superlatifs, on vous dit que c'est le premier vrai produit qu'on fait, point. Disons, les autres étaient plus peut-être aussi vers le milieu de gamme, alors que là, ils visent vraiment c'était des le haut brouillons. de gamme. Voilà, les S21, les iPhone 13 et compagnie. Et c'est vrai que c'est donc le premier téléphone à contenir une puce conçue par Google, et au niveau de la fiche technique, c'est vrai qu'il a tout d'un grand quand même, 8 Go de RAM, un écran 90 Hz en 2400 par 1080, une grosse batterie, enfin double ou triple caméra moderne, des caméras d'ailleurs que les numériques ont beaucoup appréciées, donc toujours imbattable en faible lumière d'ailleurs, le Pixel est désormais aussi daté d'un zoom 4 fois et d'un grand angle. Pour le Pro, le Pixel fait mieux que la concurrence de nuit, toujours. Et il y a Brandon, et je te fais juste une toute petite parenthèse parce que Brandon, que j'avais eu en interview dans un des précédents épisodes, Brandon le Proctor, YouTube, a lui testé, et en fait c'était marrant parce qu'il trouvait que la prise de vue, l'appareil photo des pixels était
extraordinairement au top, ils avaient beaucoup d'avance, et du coup on est presque déçu que ce soit pas encore mieux maintenant alors qu'ils gardent une avance de dingue, mais il trouve même lui qu'il y a plein de situations où la prise de vue en portrait, notamment dans des conditions de très basse luminosité du Pixel 6 est presque un peu en retrait par rapport aux autres pixels, mais bon, il faudrait faire des tests vraiment très approfondis pour s'en rendre compte. Mais c'est dingue de se dire qu'ils ont été tellement bons en prise de vue, en photo avec les pixels, que du coup on en est presque déçu qu'ils soient encore très bons, tu vois, c'est quand même déroutant. Après, le truc, c'est que ils ont mis à jour les capteurs quand même. Hein. Ça, c'est quand même vraiment important parce qu'ils y restaient avec des capteurs, un peu basiques. Là, maintenant, il y a un triple capteur sur le Pro, donc zoom et grand angle. Ils sont utilisés dans plein enfin, pas uniquement quand tu fais zoom et grand angle, on va y revenir. En tous les cas, c'est la couche logicielle toujours qui fait quand même la différence parce que quand tu zoomes, par exemple, avec un Pixel 6, tu peux zoomer jusqu'à 10 fois en zoom numérique donc, et là il y a quand même un fossé qui se creuse complètement entre les zooms numériques de Samsung et le zoom numérique d'un Pixel 6 quoi. On sent clairement de très bons algos à l'œuvre, et donc c'est aussi grâce au processeur Tensor qui appuie, donc ça s'appelle Tensor comme TensorFlow bien entendu, comme les TPU, les Tensor Processing Unit, donc ça appuie bien sur le fait que ça contient comme processeur dédié au deep learning, même s'il contient aussi des morceaux plus traditionnels évidemment. Et c'est vrai qu'à propos du Tensor, donc il y a donc c'était apparemment un projet depuis 2016. Il y a une interview, tu as raison, de Phil Carmack et de Monica Gupta de Google Silicon qui revient un petit peu sur son architecture, une architecture que j'avais décrite la dernière fois comme un peu atypique. Oui. Ils expliquent leur choix pour ça aussi. Parce que j'avais dit que le Tensor contenait 2 Cortex X1, 2 A76 et 4 A55. Et en fait, c'est un problème très compliqué. Ajuster la consommation, optimiser la conso, c'est très compliqué. Parce qu'un téléphone, ça a de grosses contraintes énergétiques et thermiques. Donc ça doit consommer et chauffer le moins possible. Et bon, un cœur de CPU, ça a une gamme de fréquences possibles qu'il est capable de prendre pour ajuster sa consommation. Mais quand il a sa fréquence minimale, c'est fini. Il peut pas consommer moins, même si le travail qu'on lui demande est tout con. Et c'est pour ça qu'on a pris l'habitude dans les téléphones, en tout cas, de mettre aussi des cœurs plus simples, des cœurs qui sont moins puissants, qui peuvent aussi régler leur fréquence indépendamment, mais qui, à fréquence égale, consomment moins. Et en gros, un A76 en fréquence minimale consommera plus qu'un A55 sur une gamme de fréquences plus faible, ou voire égale. Donc c'est avantageux pour des boulots très légers de les confier à un A55 qui, même s'il n'est pas complètement à son minimum, va quand même consommer moins qu'un A76 à son taquet bas. Mais la même chose, elle est vraie pour le X1 et les A76. Cette fois pour les boulots modérés, on va dire. Tu vois ? Donc, tout ça dépend de la consommation instantanée, en fait, de chaque cœur en fonction de sa fréquence et de la vitesse à laquelle serait mené tel ou tel boulot. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'inverse ? C'est-à-dire, certains boulots demanderaient un A76 à fond les ballons, alors que le X1 le ferait plus pépère en fréquence moyenne. Et en fait, c'est un peu l'idée de Google. C'est-à-dire, pour les travaux complexes, qu'il faut finir le plus vite possible, on a 2 X1, et ça assure une bonne réactivité. Et pour les travaux modérés à lourds, il est plus avantageux de faire tourner 2 X1 à fréquence basse plutôt que 4 à 78 au taquet, comme on peut le voir chez la concurrence. Pour les travaux modérés légers, en fait, on peut laisser faire les 2 A76 du Tensor, qui sont un peu anciens, donc un peu moins performants, mais qui sont aussi suffisants et qui sont quand même moins énergivores, puisqu'ils sont gravés à 5 nanomètres, ils sont moins énergivores qu'il y a 2 ans. Et donc Carmack donne l'exemple de la caméra. Donc la caméra, c'est un flux en temps réel qui est affiché, le flux que vous voyez sur l'écran, quoi. Et en fait, il se passe énormément de choses, parce que les images sont capturées, elles sont analysées de tous les côtés par plein d'algos. Tout le monde bosse, en fait, dans le système sur puce, mais c'est très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a l'ISP qui est à fond, les coprocesseurs de machine learning aussi qui sont à fond, le CPU qui a une charge significative, mais qui fait pas le gros du boulot, en fait, puisque c'est plutôt les ISP et les coprocesseurs qui trinquent. Et donc, dans ce cas... ISP, c'est les coprocesseurs dédiés à la caméra, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est mes images. C'est les... c'est image... je sais plus. Processeur. C'est comme les DSP, mais pour les images. Oui, en fait, c'est les processeurs qui... globalement, font les trucs qui sont reliés à la photo. Donc, c'est-à-dire, ils encodent le JPEG, ils font le traitement, ils s'occupent aussi du traitement des images RAW, tu sais, qui sont envoyées par les capteurs. Les capteurs, ils envoient des trucs, par exemple, le Pixel 6, pour le coup, il a un capteur avec énormément de pixels. Je crois que c'est 40 mégapixels, un truc comme ça, mais en fait, la résolution utile, c'est 12 mégapixels. Donc il y a tout simplement parce qu'il groupe les pixels il groupe les informations de chaque pixel sur le capteur pour avoir une meilleure sensibilité. Bon, tous ces pré-traitements...
Voilà, Image Signal Processor, exactement. Donc tous ces trucs-là, c'est typiquement un truc qui est fait par l'ISP, c'est pas un truc que fait le processeur, hein, c'est un truc qui est fait par des trucs dédiés qui le font beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et donc, effectivement, quand vous affichez le flux comme ça de vidéos, il se passe énormément de trucs. C'est pas forcément les processeurs qui trinquent le plus, et donc dans ce cas-là, finalement, pour avoir à la fois une bonne fluidité, mais tu mets quand même des processeurs assez puissants, et donc les deux X1, si tu leur demandes ça, ils sont en mode pépère. Ils le font tranquillou, quoi. Alors que si tu demandais à 2A76 de le faire, ils seraient en panique complète. Et donc, le truc, c'est qu'il vaut mieux avoir 2X1 pépère que 2A76 en panique. Et ça chauffe moins. Et donc, au passage, ils annoncent 80% pour le Tensor en performance simple cœur, de gain en performance simple cœur par rapport à la génération précédente, et 370% de mieux pour la GPU. Donc, globalement, ils sont quand même très contents de leur système sur puce. Donc ils donnent pas de valeur précise pour les performances de leur coprocesseur de machine learning, ils donnent plutôt des exemples en fait, des exemples de choses faites localement qui sont impressionnantes. Donc on avait parlé de la possibilité d'effacer les éléments d'une photo, déjà c'est un truc qui avait été... Et en fait il y a aussi une fonction qui moi m'impressionne pas mal, c'est le défloutage de visage. C'est quand même assez balèze parce que quand le téléphone détecte une photo, un visage dans la photo, un visage qui est flou, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre deux photos. Il va prendre une photo avec la caméra principale en faible vitesse pour l'exposition et les détails. Il va prendre une seconde photo avec un autre objectif en haute vitesse pour avoir le visage net. Et ensuite, il va incruster le visage net dans la photo finale. Et tout ça, c'est fait de manière transparente et en temps réel. Et le Tensor, c'est quelque chose il est capable de passer à la moulinette un nombre d'images incroyable par seconde. Les pixels sont capables de prendre 10 photos et d'en faire une image HDR parfaitement exposée de partout. Maintenant, ils le font aussi, mais ils le font avec les nouvelles caméras déjà, et en plus, ils peuvent faire la même chose. Donc, ils peuvent faire la même chose sur des vidéos en 4K à 60 fps. Et ça, sans surchauffer. Et ils surchauffent pas aussi parce qu'ils utilisent des X1 en sous-régime plutôt que des processeurs comme des A78 en régime maximum. Donc HDRNet d'ailleurs, c'est HDRNet, c'est comme ça qu'ils appellent leur algo pour le HDR. Donc il bénéficie d'une accélération matérielle dédiée. Donc je sais même pas à quel point le coprocesseur de Google est généraliste et à quel point il est vraiment taillé pour les algos qui sortent des labos Google spécifiquement. J'expliquerai aussi pourquoi est-ce qu'ils donnent pas précisément de teraops, parce que finalement, c'est optimisé pour leurs propres besoins, quoi. Comme la transcription automatique, par exemple. C'est la transcription automatique qui est utilisable partout. Enfin, je veux dire, sur toutes les applications, potentiellement sur toutes les applications du téléphone, et qui comprend 200 mots par minute. Je pense que c'est même plus vite que la vitesse à laquelle je parle. T'imagines? C'est complètement dingue. Donc voilà. Et ce qui explique d'ailleurs que le Pixel, tous ces éléments expliquent pourquoi d'ailleurs le Pixel du coup répond pas bien au benchmark du coup. Enfin parce que si je dis pas de bêtises, il est plutôt pas très bien placé au niveau des benchmarks, au niveau d'une puissance brute. Mais du coup ce qui s'explique. J'ai pas vraiment vu, je peux pas te dire. Par rapport au 888. Okay, bon. Donc, par rapport notamment en gros, il se comparerait à des benches d'iPhone 11 quoi, tu vois, d'il y a quelques générations avec un A12. Oui, non mais oui, d'accord, mais c'est parce qu'Apple, il a quand même particulièrement forcé là-dessus. Faudrait voir par rapport à ce qu'utilise pratiquement toute la concurrence, c'est-à-dire le Qualcomm Snapdragon 888, mais je regarderai, j'ai pas vu vraiment de benchmark pour l'instant, c'est un truc à voir. Après, le S21, par exemple, le de Samsung, il utilise un 888, et je crois qu'il fait $200 de plus que le Pixel 6, qui fait $600. Donc, on va dire que globalement, face à la concurrence Android, il est quand même plutôt bien placé. Il est même moins cher que le OnePlus 9, je crois, qui en fait donc un flagship plutôt abordable. Bon, dommage qu'il ait que 3 ans de mise à jour garantie, c'est un peu bizarre. Alors on va peut-être en refaire une petite parenthèse sur ce sujet, enfin détailler cette parenthèse. Au passage, c'est globalement un produit, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'on peut clairement recommander si jamais vous avez envie d'un très bon smartphone Android, notamment en photo, parce que pour le coup c'est tout assez bluffant. Un petit détail au passage, on sort un peu de la tech et plus du design et de l'expérience utilisateur, mais je trouve que ce blog photo tout plat, j'ai vu remonter dans plusieurs tests le fait que, en fait c'est loin. Alors moi je le trouvais assez disgracieux au départ. En fait plus le temps passe, plus je trouve ça élégant.
Et accessoirement, je trouve ça pas débile parce que quand tu poses ton smartphone à plat, bah il a pas tendance à être bancal, un peu comme la table de la cantine, quoi. Et il reste bien plat. Et donc je trouve pas ça complètement idiot. Et juste un mot aussi effectivement pour cette durée de mise à jour, puisque Google annonce effectivement 3 ans de mise à jour complète avec les versions d'Android, 5 ans de mise à jour de sécurité. Et j'avoue que là, bah ça laisse un petit peu sur sa faim parce que on nous disait avant que les annonces soient faites qu'un des avantages d'avoir un processeur maison comme celui qu'on a pour le Pixel 6, bah, ce serait notamment de promettre des mises à jour très longtemps. Je suis un peu déçu là-dessus, non? Oui, bah moi aussi, oui, c'est vrai que 5 ans, ça m'aurait paru beaucoup plus logique pour un flagship, surtout pour ce qui s'appelle leur premier flagship, quoi. Donc c'est vraiment bizarre. Enfin, espérons que ça change, mais c'est pas clair du tout. Je sais pas, écoute, donc, j'avoue que tu serais presque tenté par un Pixel 6, hein. Ah, je fais partie de ces gens qui, plutôt que d'avoir un appareil photo à côté, préféreraient avoir un Pixel à côté de n'importe quel autre smartphone, n'importe quel équipement, parce que effectivement, en termes de prise de vue, c'est dingue. Je reparlais à Cassim pendant très longtemps. Cassim a eu et un Pixel et un autre smartphone, si je dis pas de bêtises, sinon il nous corrigera. Mais parce que pendant les événements, ça reste probablement l'appareil photo idéal. Il est connecté à Internet, il a Android, il y a toutes les apps qui vont bien, il a une qualité de traitement photo qui est complètement incroyable, et puis il est pas lourd comme un réflexe, quoi. Donc ça peut se justifier. Est-ce que tu penses que ça ouvrirait la voie demain quand même, parce qu'on les attend au tournant Google, mais pour un smartphone pliant, un Pixel pliant, Guillaume? C'est toujours une rumeur persistante. Il y a des documents internes, il y a des brevets aussi qui laissent penser qu'il pourrait y avoir des pixels pliants en préparation. Donc il y aura le Pixel Jumbo Jack et le Passport. C'est le nom de code de toute façon. Ça me fait penser à Z Flip et Z Fold. Et c'est exactement ça, bien sûr, hein. Donc le gros, le Jumbo Jack, ce sera un petit format, un format standard plié en deux, quoi. Comme le Z Fold, si je dis pas de bêtises, et le Z Flip. Le Z. En tout cas, vous voyez, hein, un téléphone normal plié en deux. Le Fold, c'est celui qui se replie comme un cahier A4, et le Flip, c'est celui qui se replie comme les anciens téléphones portables. Soit un téléphone à clapper comme celui de papa, soit le Passport, au contraire, qui serait un grand format plié en deux, quoi, tout simplement. Donc, les hypothétiques téléphones tourneraient sur un hypothétique Android 12.1 qui intégrera un meilleur support de double écran. En 2022, peut-être, je sais pas. On verra. En attendant, si on est riche, on peut peut-être se tourner vers le Surface Duo 2. On a déjà un petit peu décrit cette nouvelle version du Surface Duo. Mais toi, Guillaume, tu t'étais pas exprimé dessus sur Surface Duo 2. La Surface Duo 2, elle a été testée, et puis c'est vrai qu'elle corrige pas mal de trucs, elle est plus rapide, elle a un processeur à jour, elle est 5G, elle a 3 caméras, le design a été amélioré globalement. Donc elle a 2 écrans 5,8 pouces avec. C'est vrai que c'est pratiquement borderless au centre quand même, ce qui donne une tablette de 8 pouces 3 à plat. Le tout en OLED 90 Hz, donc c'est vrai que c'est pas mal, tu peux prendre des notes, le tout est moins buggé quand même, et mieux adapté que l'an dernier, hein. Évidemment, pour le prix reste exorbitant quand même, à $1 500. Tu as quand même les 3 caméras, tu peux filmer en 4K à 60 fps, 2 écrans c'est bien, mais ça reste 2 écrans quand même. Il y a une bande noire au milieu. Pour le multitâche, c'est super, vraiment, pour lire, ça fait vraiment un livre, c'est vraiment très cool. Après, quand tu auras d'une vidéo écran déplié, c'est pas gérable, quoi. Il y a la barre au milieu, c'est juste pas gérable. Et puis il reste des bugs, hein, même après passage Android 11 et révision de tout ça, le tactile est pas violent, apparemment, pas très sensible, c'est quand même assez étrange, surtout pour un truc de ce prix. Et puis c'est pas évident à utiliser d'une main aussi, parce en fait, la tablette donne à 2 écrans qui sont assez fins, hein, bien entendu, mais ils sont relativement larges. Et si on le compare au Galaxy Z Fold 3, finalement, le Galaxy Z Fold 3, c'est qu'il a une gueule très très longue, très très oblongue en fait, hein. Il est assez étroit et assez haut, et finalement il est plus facile à utiliser d'une main, et quand il se déplie, il a aussi il fait aussi cette espèce de truc de tablette comme ça, avec un petit creux au milieu, mais au moins c'est pas un trait, quoi, c'est pas. Donc voilà, est-ce que ça justifie $1 500 le Surface Duo 2? J'ai quand même l'impression que ça va être compliqué à vendre, ce genre de truc, mais bon, ça s'améliore, donc je sais pas, peut-être la Duo 3, la Duo 4. J'aurais espéré effectivement que le prix soit nettement en dessous de cette proposition assez gargantuesque. On met de côté nos téléphones, mais on va rester sur les ordinateurs. C'est la pause Windows. Il faut qu'on vous tienne un petit peu au courant parce que, c'est un petit peu ta marotte, hein, depuis qu'on nous a annoncé que Windows 11 allait être restreint à certains processeurs, et on peut tous se ranger derrière ton combat, Guillaume. On va aller encore un petit peu plus loin. Si. Faisons-en un combat. Moi, je le fais, en tout cas, j'en fais un combat. Et tu sais que j'ai toujours parié sur le fait qu'ils allaient revenir en arrière, et je me suis évidemment lourdement trompé puisque ce n'est pas le cas, et je n'ai pas l'impression que ce sera désormais le cas. Mais des expérimentations
été menées pour voir jusqu'où on pouvait installer Windows 11, Guillaume. Ouais, mais avant de parler de Windows 11, je voudrais qu'on fête le 20e anniversaire de Windows XP. Puisque aujourd'hui même, il a 20 ans et un jour, il est sorti le 25 octobre. Donc tout son cœur, allez, joyeux anniversaire Windows XP. Joyeux anniversaire. Chantez avec nous, joyeux anniversaire. Non, mais parce qu'il faut le fêter, hein, parce que beaucoup de gens l'utilisent encore, en fait. Ah oui. Et oui, figurez-vous qu'en septembre 2021, d'après StatCounter, 79,84% des utilisateurs Windows étaient sous Windows 10. Donc ça fait plus de 20% qui ne le sont pas. Et donc où sont-ils ? Presque 15% sont toujours sur Windows 7, PPR. Il y a 4,5% qui ont des goûts singuliers, qui se sont blottis sous Windows 8 et 8.1. Bon. Et il y a quand même 0,59% qui sont encore sur Windows XP au calme. Qui sont ces gens ? Alors, c'est quand même cocasse que seuls 0,26% sont toujours sous Vista, ce qui confirme vraiment son statut d'OS maudit, quoi. C'est même là-dessus. Bref, 0,59. XP, je pense que t'as des vieilles machines en entreprise qui doivent traîner dans des cartons. Oui, parce qu'attends, 0,59%, c'est peu. Mais on parle d'un parc installé de milliards de machines, je sais pas, ça doit être énorme, le nombre de machines Windows, c'est monstrueux. Et dans certains pays comme l'Arménie, c'est l'OS le plus répandu quand même, hein. Donc, XP n'est pas mort. Rien que le site Blipping Computer voit passer 19 000 utilisateurs par mois qui l'utilisent encore. Bon. Ça, c'est dingue, parce que tu pourrais penser que c'est des trucs un peu, tu vois, qui s'allument plus, etc. C'est dingue. Mis au rebut, mais non. C'est incroyable. Alors après, évidemment, il faut voir quelle machine tu as, hein, pour te connecter. Si c'est un Pentium 3, je peux comprendre que tu utilises Windows XP. Est-ce une excuse, remarque, hein, effectivement, puisque on peut installer Windows 11 sur un Pentium 4 à 661 de 2006. Ça a été fait. Ça a été fait par une... Est-ce que ça tourne bien ? C'est ça la question. Non, mais ça a été fait. Non, bon. C'est un utilisateur malin et téméraire qui a contourné les restrictions, disons, exigeantes de Microsoft pour mettre l'OS sur un PC qui, je vous assure, n'est pas sur la liste des machines officiellement supportées. Non, c'est long, évidemment, faut pas rêver, mais ça marche sans problème majeur, en fait. Et donc, bon, puisqu'on est sur Windows 11, Android arrive doucement dessus, donc il y a des petites previews comme ça qui sont passées. C'est pour les Américains, dans un premier temps, donc toujours évidemment avec l'Amazon App Store. Voilà, bon, donc t'as une espèce de... En gros, ça se présente comme une espèce de téléphone qui apparaît sur ton écran et tu peux faire ta partie de Clash of Clans en écrivant ton document Word, ce qui est quand même vachement pratique. Le rêve. Et bon, il y a un correctif optionnel, plus sérieusement ou presque, il y a quand même un correctif optionnel, mais qui est conseillé si vous avez une machine AMD, puisqu'il va corriger les problèmes de cache L3 sur les CPU, voilà, dont j'avais parlé la dernière fois, hein, qui augmente la latence. Qui faisait que ça ramait, grosso modo. Tout à fait. Et donc AMD a de son côté d'ailleurs mis en ligne un correctif pour un autre problème lié à un pilote du chipset. Donc en fait, il y a même deux problèmes pour les processeurs de machines AMD. Et bon, si vous n'êtes pas digne d'avoir Windows 11 sur votre machine, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même aussi une mise à jour majeure de Windows 10 qui est dans les tuyaux, qui arrive pour novembre, la 21H2, qui améliore le support du WP3, du WPA3, qui rajoute le support du GPU dans le Windows Subsystem for Linux, entre autres. Bon. Si vous êtes toujours sur Windows 10, vous pouvez aussi vous rassurer de toute façon, hein, parce qu'il y a des benchmarks de TechSpot qui comparent les performances de Windows 10 et de Windows 11. Alors, de toute la multitude d'histogrammes gracieusement offertes par TechSpot, il y a une constante, globalement, c'est Windows 11 avec VBS, donc c'est Virtualization Based Security, rappelez-vous, et quasi systématiquement en dessous des autres. C'est-à-dire Windows 10 ou Windows 11 sans VBS. Alors, l'impact qui varie, hein, donc il varie en gros d'imperceptible à 12% quand même, selon les boulots. Sur Photoshop et After Effects, on a entre 3 et 7% avec VBS, 12% sur Premiere. Pour les jeux, c'est très variable. Si F1 2021 ne voit quasiment pas la différence, Rainbow Six Siege baisse de 12% en framerate, et Cyberpunk dessus de 8%. Donc ça se confirme. Le VBS est loin d'être gratuit. Ça pourra peut-être changer dans l'avenir, hein, mais pour l'instant... pour avoir les meilleures perfs, il faut le désactiver. C'est quand même terrible. Alors, hors VBS, cependant, on peut résumer par dire que Windows 10 et 11 offrent tout simplement exactement les mêmes performances. Donc pour le moment, en l'absence de techno vraiment exclusive et très très utilisée sur Windows 11, vous perdez pas grand chose à rester sur Windows 10. Et tant mieux, quelque part, c'est vraiment le message qu'il fallait garder. Derrière le message, tu sais, c'était un peu ironique quand on disait ne vous inquiétez pas, il y a encore Windows 10 grosso modo, hein. Bon, finalement, il s'avère que ça reste quand même une proposition plutôt viable. Un petit mot pendant qu'on en est sur les processeurs, les benchmarks, les performances. Un petit mot sur les MacBook Pro avec M1 Max, Guillaume. Ouais, des benchmarks pour voir qui est la plus grosse. Ça, on en veut, non? Ça, c'est bien, c'est rigolo après tout. Et surtout avec les nouveaux venus de chez Apple et Intel. Parce qu'on a quelques tests préliminaires quand même pour les M1 Max.
Ils étaient sous embargo jusqu'à hier 18h, je crois. Donc ça, voilà. Et ça va continuer. Donc en particulier, il y a un YouTuber qui a lancé Tomb Raider et qui a trouvé un niveau de performance sur donc M1 Max comparable à une 3060 portable pour la version haut de gamme, hein, 32 cœurs. Alors la version 14 cœurs s'en sort quand même honorablement, puisqu'elle offre 70% de la version de 32 cœurs, ce qui est pas trop mal, donc dans Tomb Raider. Les tests synthétiques sont beaucoup plus contrastés, puisque GFX Bench, donc le M1 Max bat la 3080, sur Aztec Ruins, qui est un test relativement ancien quand même, alors qu'en Compute, donc sur le calcul brut et généraliste, elle arrive pas du tout au niveau d'une 3060, elle est quand même bien en dessous, donc bon. Perso, je préfère regarder les perfs dans les vrais jeux, hein, quand même, hein, pour avoir une idée. Mais bon, malheureusement, il n'a pas tant que ça sur Mac. Voilà, il n'a pas tant que ça sur Mac. De là à se demander pourquoi Apple force autant sur les cartes graphiques, bon, enfin bon. De son côté, côté processeur, quand même, le M1 Max bat d'une dizaine de pourcents le Core i9 11980HK, et même plus franchement, en fait, le Ryzen 5980HX en single core. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est remarquable, hein, ça veut dire quand même que les processeurs Apple sont très très bons, hein, puisque les performances simple cœur, donc vraiment c'est vraiment ce qui c'est quand même impressionnant de voir que c'est leur premier processeur, quoi, tu vois, et c'est impressionnant de voir qu'ils arrivent déjà à battre le haut de gamme qui existe actuellement et qui n'est battu que d'une courte tête par le futur Alder Lake, le i9 12900HK. Donc seul l'Alder Lake d'ailleurs maintient une courte avance en multicœur, parce que les hauts de gamme Intel et AMD actuels sont battus assez largement, quoi. Donc c'est franchement une très belle perf, hein. Seuls les nouveaux Intel tiennent tête à Apple, et c'est sans doute aussi grâce à des fréquences élevées, parce que les Alder Lake montent jusqu'à 4,9 GHz, je crois, un truc comme ça. Bon, alors c'est des tests synthétiques, c'est préliminaire. Bon, il y a un autre test, il faut rester prudent. Par exemple, il y a un autre test qui porte sur un rendu vidéo 8K de 4 minutes sur Premiere Pro. Et là, c'est largement moins excitant, puisque le M1 Max met 21 minutes à faire le rendu, ce qui est à peine mieux qu'un Surface Laptop Studio, qui est lui un i7 11370H avec une RTX 3050 Ti. Ça, c'est encore Rich Woods, hein, qui a publié ça sur Twitter. Mais quelle performance énergétique, c'était ça aussi. Non, mais promesse, c'est même pas c'est même pas la question, en fait. Non, parce que là, on parle même pas de performance énergétique qui sont très certainement à l'avantage des Apple, mais là, c'est vraiment sur la vitesse de rendu. Puissance brute. Parce que même en puissance brute, on a vu que de toute façon, qu'ils battaient les hauts de gamme. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont un résultat aussi mitigé, on va dire, sur le rendu 8K. Alors, sachant que les nouveaux P15 avec un i9 11950 et une RTX A5000, ça met 13 minutes à le faire. Ce qui est un petit peu le top du top, parce que la RTX A5000, c'est une carte pro à 3000 balles. Donc, c'est pas très étonnant que ça fasse mieux quand même, hein. Donc, il dit aussi que les résultats sont meilleurs sur Final Cut, mais il donne pas de détails. Bon. Alors, le CPU du M1 Max, il est bien meilleur que le Core i7 en question, hein, du laptop studio, là, du Surface Studio. Bon, mais on avait vu que le test Compute de GFX Bench, il plaçait le M1 Max, donc la GPU du M1 Max, en dessous de l'RTX 3060. Donc de là à dire qu'on n'est pas si loin en Compute d'une 3050 Ti, ça semble cohérent, parce que je suppose que Premiere utilise lourdement la carte graphique pour le rendu, pour le calcul. Donc si c'est le cas, ça me paraît à peu près cohérent. Je sais pas si c'est vraiment l'explication, en tout cas ça veut dire aussi qu'il faut attendre que les logiciels s'optimisent, tout simplement. Il faut aussi attendre évidemment pléthore d'autres tests. J'avoue que c'est assez cool qu'il y ait cette compétition féroce, hein. C'est un petit peu mon championnat d'athlétisme à moi. Ça renouvelle un peu parfois aussi l'intérêt sur ce type de compétition. Après, on peut vraiment se poser la question en tant qu'utilisateur, quoi conseiller ? Franchement, j'ai vraiment du mal. Moi, j'ai quand même tendance à dire que si vous jouez, il me semble quand même qu'un PC vous offrira beaucoup plus de possibilités. Évidemment, sous Windows 10, vous l'avez compris, suite aux différentes 11, mais sans VBS. Ou on s'en VBS, effectivement. Ou si jamais vous voulez un Mac, je suis pas certain que vous ayez forcément besoin de la puissance des MacBook Pro. Mais évidemment, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez jouer, on est encore là pour vous parler un petit peu, parce qu'on va vous parler de jeux vidéo pour conclure cette émission. Qu'est-ce que tu as dans ta besace, Guillaume, de chronique autour des jeux vidéo cette semaine ? Bon, écoute, rapidement, on peut dire que Halo Infinite s'est montré de manière un petit peu surprise, comme ça, il y a une nouvelle bande-annonce. En fait, il y avait une nouvelle bande-annonce de la campagne en particulier, puis on peut voir des images qui ont quand même pas mal évolué depuis la version 2020. Alors, je rappelle qu'Halo Infinite s'était montré en 2020 et avait provoqué... disons que s'il y avait un petit peu déçu, il faut quand même le dire. Ça m'a jamais excité, les Halo. Qu'est-ce qui fait que c'est un tel engouement ? Qu'est-ce qui plaît
Vends-moi Halo, Guillaume. Moi, Alors, sur le principe, hein, pas sur le dernier. Halo, ou pas moi sur un produit en j'ai prépa. beaucoup aimé Halo. J'ai joué à tous les Halo, sauf celui sur Xbox One, mais j'ai joué à tous les Halo. Mhm. Et en fait, je pense que globalement, il y a plein de trucs. Enfin, d'une part, je pense que c'est le truc. Un univers. Non, bon, évidemment, il y a l'univers, effectivement, l'univers science-fiction, avec le space opéra derrière, parce que voilà, c'est un grand truc space opéra. Je pense que ça plaît. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très sympathique, évidemment. J'aime bien la science-fiction. Après, il y a aussi le fait que Halo a mis, le premier Halo, c'est le jeu qui a mis à la mode le concept de bouclier qui se recharge. Ou qui a évolué en santé se recharge. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu sais, dans les FPS, c'est une banalité, hein, mais avant dans les FPS, tu prenais des dégâts, et puis tu passais sur un truc avec une croix rouge sur le sol et t'avais de la santé en plus. Tu récupérais ta santé. Là, en fait, dans Halo le premier, tu as une santé toujours, et toujours des trucs à récupérer pour récupérer ta santé, mais tu as aussi un bouclier, ce bouclier se recharge automatiquement, et ça change complètement la boucle de gameplay, parce qu'en réalité, ce que tu fais, c'est que t'as quelques secondes où quelques dizaines de secondes où tu vas attaquer et où tu te sens vraiment puissant, où tu peux attaquer tout ça, puis ensuite t'as des phases où tu dois te mettre à couvert, etc. Et ça recommence comme ça. Et tout ça, ça façonne complètement un gameplay qui est devenu depuis, évidemment, très courant, hein, c'est évidemment ça a été largement copié. Ça a été très largement copié, bon, ça a été repris dans tous les Halo et ailleurs, mais je pense que c'est le premier à avoir mis en place ce truc-là, et moi j'ai trouvé ça sympa. Et Halo a aussi apporté d'autres trucs, par exemple, déjà des mondes relativement ouverts, c'était pas un monde ouvert à l'époque, mais c'était quand même des niveaux très grands où tu pouvais te déplacer en véhicule, par exemple, en véhicule volant, en véhicule roulant, c'était déjà vraiment très sympa. C'est un truc où il y avait aussi mis l'accent pas mal sur la qualité de l'IA. C'était un des premiers. Il y avait Half-Life qui était très bon aussi, Half-Life 2 en particulier qui était très bon, mais je trouvais qu'Halo était même meilleur en fait sur la qualité de l'IA des ennemis, et même de l'IA des équipiers, parce que tu as des IA qui t'accompagnent et tu as des IA ennemis, donc les ennemis sont de plusieurs types différents, chacun a une IA différente, ils ont des comportements de groupe. Dans la série Halo par exemple, ils ont des comportements de groupe, ils peuvent se mettre à couvert, éviter les trucs, ils peuvent avoir des comportements coordonnés, et je pense que tout ça, ça a contribué énormément à la qualité du jeu. Et évidemment, c'est aussi un des premiers jeux qui proposait sur Xbox première du nom le multijoueur en réseau, donc en réseau local, puis avec les autres en réseau internet. Et donc le multi de Halo, c'est énorme, enfin, c'est un monument, hein, je veux dire, le multi de Halo, c'est devenu un classique en fait du FPS multi. Et voilà, ça fait partie de ces trucs, effectivement, qui l'excellence technologique, puis c'est vraiment un jeu qui a poussé les Xbox à chaque fois, couplé donc à et donc du cette coup image. sur console aussi au passage, hein, un FPS multijoueur, du coup principalement joué sur console, c'est principalement console, oui, tout à fait, c'est principalement console, on est sorti sur PC aussi bien sûr depuis, mais voilà, donc je sais pas pourquoi écoute, voilà, tu me demandes, pour moi Halo c'est tout ça. Donc moi j'aime beaucoup la série, effectivement. Et donc, donc Halo Infinite, qu'est-ce qu'il apporte Halo Infinite, puisqu'on y est. Donc déjà en 2021, il apporte des textures meilleures qu'en 2020, hein, parce qu'il faut bien avouer que c'était pas non plus extraordinaire. Donc là, les textures sont meilleures, les shaders sont mieux aussi, sont quand même un petit peu plus sophistiqués. Artistiquement, c'est meilleur. Voilà, je suis désolé, c'est mieux mis en scène, c'est mieux éclairé. Voilà, tout simplement, c'est mieux éclairé, c'est mieux mis en scène, il y a des détails en plus. C'est mieux, tout simplement, c'est vraiment mieux que 2020, que ce qu'on avait vu en 2020. C'est aussi, ça reste un truc qui sera cross-gen, hein, ça déchire pas la mâchoire non plus, mais bon, voilà, c'est quand même nettement mieux, ça donne quand même beaucoup plus envie d'y jouer. Et donc, c'est vrai que quand on regarde les images avant-après qu'il y a dans l'article, dans les notes de l'émission, c'est assez édifiant. La comparaison, c'est évident que c'est mieux, il y a pas à tortiller. Donc c'est quand même beaucoup plus sexy. Et donc Halo, alors, il propose déjà un véritable open world, tout simplement. Donc le Halo, c'est ce nouvel Halo. Il va être quand je dis le nouvel Halo, c'est pas le jeu, hein, c'est l'environnement, puisque évidemment on se base encore sur un autre Halo. Le Halo, donc, c'est un environnement ouvert qui est immense, avec une progression qui est non linéaire, où vous pouvez aller faire des objectifs que vous voulez au moment où vous le voulez. C'est donc il y a un aspect de verticalité qui est beaucoup plus important avec le grappin. Donc vous pouvez carrément attraper des Banshees, vous pouvez vous mettre dans les Banshees qui sont en vol, et vous pouvez changer de Banshee à Banshee comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Donc ça apporte quand même pas mal de trucs. Vous pouvez accrocher les ennemis pour vous rapprocher d'eux, etc. Donc ça renouvelle quand même pas mal le gameplay de Halo.
qui avait tendance à être un gameplay de Halo un peu pépère, c'est un peu plan-plan par rapport au fast FPS qu'on a connu avant, puis qu'on a connu après aussi. Donc il y a ces trucs-là, et puis il y a aussi d'autres éléments, il y a aussi des éléments de... j'oublie sans doute des trucs, mais il y a des éléments de progression, tu débloques des améliorations, etc. Donc il y a pas mal de trucs nouveaux. Voilà, ça a l'air d'être un jeu plutôt beau, plutôt sympa à jouer, et donc j'avais dit qu'Halo Infinite me faisait envie déjà en 2020, mais que c'est vrai qu'il s'était pas foulé quand même sur la partie graphique. Là, c'est quand même mieux, ça donne plus envie, et la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible sur le Game Pass dès le 8 décembre, et que vous pouvez même commencer à le télécharger, c'est pas fou, c'est pas beau la vie. Magnifique. Et en tout cas, on va aussi parler de technologie de rendu, parce que on a quand même l'envie de continuer à parler de Stadia, surtout qu'on sait que Stadia pourrait continuer à vivre tranquillement sa vie, mais sous une autre forme que celle qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est un vieux loup de mer, hein, mais est-ce que Stadia pourrait être proposé comme étant un service au travers d'autres jeux? Oui, après vous avoir bien vendu Halo, je vais vous vendre Stadia. Parce que là, je vais passer en mode un mode VRP là. Donc non, Stadia en fait, alors Stadia, ça marche pas très très bien. On le dit depuis longtemps, ça s'est pas vraiment arrangé. Commercialement au niveau, commercialement pour les consommateurs lambda quoi, pour nous. Ça se passe pas très très bien. Et là, ils ont sorti par exemple un des derniers jeux gratos qu'ils ont sorti, c'est Thumper. Et donc ils ont vu, enfin, les gens qui jouent à Thumper, je crois qu'il y en avait quelques milliers la semaine dernière, la semaine où c'est sorti. Quelques milliers, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, donc ça, bon, c'est vrai que Thumper c'est pas précisément une nouveauté, mais enfin quand même, c'est pas génial. Donc Stadia est un échec retentissant pour le consommateur, mais c'est pas forcément grave parce que la technologie est là, elle est bien en place, et donc Google Stadia pourrait devenir un cloud service, Google Cloud Gaming Platform, tout simplement, ça pourrait devenir ça, au milieu d'une myriade d'autres services cloud, et en fait, c'est même déjà le cas, puisque AT&T aux États-Unis vous propose de jouer à Batman Arkham Knight sans le télécharger, sans rien, directement en streaming, et pour ça, il vous faut Google Chrome. Donc oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, et en vérité, si on creuse un petit peu, oui, c'est Stadia derrière. Donc AT&T ne fait aucunement mention de Stadia sur sa page. Donc c'est vraiment un service de back-end, quoi. C'est vraiment un service que personne ne voit, hein. C'est un service comme AWS, hein. Vous voyez pas le logo AWS comme vous allez sur un site web. Donc c'est pareil, Stadia va peut-être devenir finalement un service cloud, et franchement, c'est ce qui peut lui arriver de mieux à mon avis. Oui, plutôt que de mourir, c'est clair, de toute façon. Un petit mot sur Twitch, qui propose une fonction qui est plutôt pas déconnante. On peut arriver en plein milieu d'un stream et avoir manqué le début, Guillaume. Oui, alors pas tout à fait, mais c'est vrai que franchement, moi, j'aime pas trop le direct, je vous l'avoue, hein. Que ce soit la télé ou ailleurs, d'ailleurs, n'importe où, j'aime pas trop le direct parce que, déjà, il faut être à heure fixe. Moi, j'aime pas être à heure fixe devant ma télé ou mon écran, ça me gonfle et j'aime bien choisir mes trucs. Je suis vraiment un Netflix guy, moi, j'aime pas du tout les trucs en direct, en vrai. Mais bon. Normalement, c'est les enfants qui sont comme ça. Bah ouais, mais parce qu'ils ont vécu dans une vie où ils sont habitués à pas avoir de vie. Moi, j'ai encore souvenir d'avoir dû programmer l'enregistrement sur mon magnétoscope pour avoir les épisodes de Dragon Ball Z de la semaine. Remarque, cela dit, ça aurait dû tellement me frustrer que... Moi, ça m'a gonflé. Donc la télé, moi, le direct, si tu veux, j'aime pas trop. Et c'est vrai que Twitch, c'est du direct. Voilà, bon, et ça, en fait, pour moi, c'est pas une valeur ajoutée, le direct. Hein. Ça a jamais été une valeur ajoutée. Et donc sur Twitch, pas plus qu'ailleurs, pas plus que jamais. Et effectivement, pourquoi ? En particulier parce que tout simplement, à la différence du streaming, t'as raté un truc, t'as pas bien compris quelque chose, t'as pas bien vu, en plus c'est du jeu vidéo, tu sais, parfois ça va vite et t'aimerais voir un détail, tu l'as pas vu, c'est mort. Et ça saoule. Enfin, moi ça me saoule. C'est pour ça que je préfère encore regarder un truc sur YouTube qu'un truc sur Twitch. Mais bon, globalement, Twitch apparemment est conscient de ça et ils vont tester un bouton rewind. Un bouton rewind qui ne va aller que 2 minutes dans le passé, néanmoins. Alors, dans ces 2 minutes, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller plus vite, plus lentement, faire des ralentis, ce que vous voulez, mais ça vous permet quand même de revoir un truc que vous auriez raté, et vous continuez à voir le flux live dans une petite fenêtre, picture in picture, là, hein, donc dans une petite fenêtre sur un côté de l'écran. Je pense que c'est quand même pas mal, ça, c'est quand même assez utile, ça retire une partie de ce problème du direct, que si t'as raté un truc, t'es mort, quoi. Et il faut pas, faut pas éternuer, faut pas, tu vois, moi c'est un vrai problème que j'ai avec le direct, c'est... je dois limite faire la pause pour aller faire pipi. C'est ça, je peux pas aller pisser, je peux pas me moucher, enfin ça me gonfle. Bon, mais ça c'est moi, hein, c'est vraiment particulier à moi. Toujours est-il que on continue sur les petites news comme ça.
Bon, tu sais que CD Projekt a prévu une version next-gen de 2077, de Cyberpunk 2077, et aussi de Witcher 3, et ça c'est quand même très très bien, parce que Witcher 3 quand même, chef-d'œuvre, et Witcher 3 Wild Hunt, donc tout ça c'était prévu plus ou moins pour la fin de l'année, et bien entendu, ça sortira pas avant la fin de l'année. Ça sortira au premier trimestre 2022 pour Cyberpunk 2077, et ça sortira carrément au deuxième trimestre 2022 pour Witcher 3. Peut-être, effectivement. Donc, en gros, Cyberpunk 2077, il lui manquait quoi ? Il lui manquait un an de développement. Qu'est-ce qui se passe ? Au Sans moins. déconner. Au moins. Donc, c'est du délire, mais bon, enfin, écoute, après, Witcher 3 est un jeu d'une qualité rare, donc à la limite, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc c'est le remake de The Witcher 3, mais pour les consoles le remaster next-gen, oui, voilà. C'est graphismes, etc. Okay. Très bien. Un petit mot sur God of War qui arrive sur PC, Guillaume. Ouais, encore un énorme hit PlayStation qui arrive sur PC, donc il sera disponible le 14 janvier 2022 sur l'Epic Game Store et Steam à $50. Et donc il arrive sur PC, donc vous pouvez jouer à 21/9, vous pouvez jouer en 4K, vous pouvez jouer avec du DLSS. C'est l'avantage du PC. Donc oui, après Horizon, après Days Gone, voilà, il y a God of War qui arrive. Sony prévoit aussi Uncharted 4 qui va arriver sur PC en 2022. Donc clairement, écoute, c'est logique, on en avait déjà parlé. Ils profitent, ils font vivre leur licence tout simplement, et leurs grands jeux comme ça, ils les font vivre en faisant passer sur PC, en les proposant un nouveau public, tout simplement. Nouveau public qui pourrait après acheter des PlayStation 5, va savoir. Alors, ouais, je pense que la stratégie est pas idiote, il faut, parce sur le papier. que Microsoft, ils en restent pas là. Tu sais que Phil Spencer, c'est le chef de Microsoft Gaming, quoi. Il a fait une interview vidéo au Wall Street Journal, et il a dit, clairement, au niveau de l'acquisition des studios, on n'a pas fini. Il n'y a pas de quota. Il nous reste des chèques. Voilà, on a encore de l'argent. On va encore en péter de l'argent. Donc en gros, si on trouve un studio qui nous plaît, on l'achète. C'est pas parce qu'on a acheté Zenimax à 7 milliards et demi il n'y a pas très longtemps qu'on va s'arrêter là. 23 studios, écoute, vas-y. Donc ils vont continuer probablement à acheter des studios, ça va devenir du délire complet. À chaque fois que j'ouvre le Game Pass, je suis halluciné. J'ai cru voir, j'ai pas creusé l'information Guillaume, mais j'ai cru voir que leurs résultats financiers n'étaient pas à la hauteur des projections attendues cette année avec le Game Pass. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ça serait pas très étonnant, parce qu'ils se font pas ça pour... Et là, ils sont encore en phase d'expansion, donc ils font pas ça pour gagner de l'argent, ils font ça pour gagner des gens, pour l'instant. Alors je sais pas, du coup, je sais pas si les résultats sont décevants en termes de base installée, de nouveaux utilisateurs, ou en termes de financier, c'est quoi qui est... De base installée, si je dis pas de d'accord. bêtises. Faudra que je regarde. On reviendra dessus. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission ô combien complète, et ça ne s'arrête pas là, parce que si vous vouliez entendre plus de news qui se seraient passées ces derniers jours dans le monde de la tech, je vous invite évidemment à vous abonner à Tech Café, parce que on va vous diffuser un épisode supplément. C'est un peu comme Le Monde, il y a le supplément week-end maintenant de Tech Café, donc pas c'est pas tous les systématique. week-ends non plus. Voilà, c'est pas signé, c'est pas garanti sur facture. Quoique j'ai des épisodes de fond qui sont prêts et qu'il faut que je finisse de monter, avec des petites interviews que j'avais menées qui peuvent laisser place à des diffusions le week-end. Donc bon, voilà, en tout cas c'est pas systématique, mais sachez que dans ce week-end on va vous parler un petit peu de Tesla, on va vous parler ça va vous donner envie d'un japonais qui fait du porno au poil et qui finit en prison. Vous verrez, il y a de l'intelligence artificielle derrière cette news, mais il y aura beaucoup d'autres infos. Donc merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Si jamais vous avez écouté cet épisode et qu'au début il y a eu de la pub qui vous a particulièrement ripilé, je ne peux que vous inviter à aller jeter un coup d'œil à patreon.com/techcafé, qui est une plateforme qui va vous permettre de bénéficier de petits avantages, dont parmi peut-être les moins négligeables, celui de vous dispenser définitivement de la pub et de nous soutenir, et donc de garantir la diffusion de Tech Café dans le temps. Évidemment, c'est évidemment très précieux pour nous. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet si on veut te joindre ? Si on veut me joindre, écoute, je sais pas, peut-être sur Twitch en replay. Halo Infinite. Non, ça, oui, c'est clair qu'on me retrouvera sur l'Infinite en décembre, ça c'est très probable. Bon, et tu nous diras en décembre à quel point tu prends ton pied là-dessus. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.